Ces quelques secondes et minutes, qui ont semblé une éternité, ont été sans aucun doute les pires moments de la vie de cette adolescente de 13 ans, marquée par la tragédie lorsque sa mère, elle-même en train de mourir et attaquée, suppliait pour obtenir de l'aide en ouvrant les portes de leur maison et de son cœur. Il n'aurait jamais imaginé que sa générosité et son amour seraient trahis de la pire des façons. Comme vous le découvrirez à la fin de cette vidéo, voici l'histoire de Lisa. Bonjour à tous, 3 fois par semaine, nous vous présenterons sur cette chaîne des affaires criminelles qui ont marqué le monde entier, allant des disparitions aux meurtres les plus terribles, en passant par l'injustice, l'impunité et la corruption. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, activer les notifications et laisser un like pour nous aider à continuer à créer du contenu. Nous allons ensemble examiner les détails de cette affaire criminelle. Lisa Marie McIntosh est née le 20 mai 1971 à Reynoldsburg, dans l'État de l'Ohio. Fille unique de Clark Mintosh et Rita Bay, elle a grandi dans une famille très unie. Lisa, une jeune fille douce et aimable, était toujours prête à aider les autres. Sa gentillesse se manifestait déjà à l'école primaire, où elle était appréciée par ses camarades et ses enseignants. Au lycée, sa réputation de personne ayant un excellent sens de l'humour s'est affirmée, mais sa passion pour aider les autres a également perduré. Elle a donc décidé de se consacrer au travail social. Au milieu des années 90, alors qu'elle était en pleine carrière, Lisa a rencontré Nicholas Sanla, un jeune homme de son âge originaire aussi de l'Ohio. Ils partageaient de nombreux intérêts communs, notamment l'importance de la famille, que leurs parents leur avaient inculquée. Leur relation est rapidement devenue sérieuse, et ils ont décidé de se marier avant de s'installer à Willow Hills, dans le même état. La nouvelle de sa première grossesse a été un des moments les plus heureux de la vie de Lisa. En 1999, elle a donné naissance à sa fille aînée, Megan. Pendant que son mari se consacrait à son entreprise de construction, Lisa s'occupait de leur petite fille. Malgré ses obligations et un emploi du temps chargé, la famille profitait de sorties en plein air, en particulier au bord des lacs de la région, et le camping est devenu une tradition spéciale pour eux, quelque chose que Lisa adorait. L'année suivante, déterminée à reprendre sa carrière, Lisa a obtenu un poste au département des services pour enfants et familles du comté de Cuyahoga. Elle a travaillé en étroite collaboration avec un collègue, Carl Lessman, également originaire de l'Ohio. Ce qui fascinait le plus Lisa chez son collègue, ce n'était pas seulement son dévouement au travail, mais également d'autres aspects de sa personnalité. Ces quelques secondes et minutes, qui ont semblé une éternité, ont été sans aucun doute les pires moments de la vie de cette adolescente de 13 ans, marquée par la tragédie lorsque sa mère, en train de mourir et attaquée, suppliait pour obtenir de l'aide en ouvrant les portes de leur maison et de son cœur. Il n'aurait jamais imaginé que sa générosité et son amour seraient trahis de la pire des manières. Comme vous le découvrirez à la fin de cette vidéo, voici l'histoire de Lisa. Bonjour à tous. 3 fois par semaine, nous vous présenterons sur cette chaîne des affaires criminelles qui ont marqué le monde entier, allant des disparitions aux meurtres les plus terribles, en passant par l'injustice, l'impunité et la corruption. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, activer les notifications et laisser un like pour nous aider à continuer à créer du contenu. Nous allons ensemble examiner les détails de cette affaire criminelle. Lisa Marie McIntosh est née le 20 mai 1971 à Reynoldsburg, dans l'État de l'Ohio. Fille unique de Clark Mintosh et Rita Bay, elle a grandi dans une famille très unie. Lisa, une jeune fille douce et aimable, était toujours prête à aider les autres. Sa gentillesse se manifestait déjà à l'école primaire, où elle était appréciée par ses camarades et ses enseignants. Au lycée, sa réputation de personne ayant un excellent sens de l'humour s'est affirmée, mais sa passion pour aider les autres a également perduré. Elle a donc décidé de se consacrer au travail social. Au milieu des années 90, alors qu'elle était en pleine carrière, Lisa a rencontré Nicholas Sanla, un jeune homme de son âge originaire aussi de l'Ohio. Ils partageaient de nombreux intérêts communs, notamment l'importance de la famille, que leurs parents leur avaient inculquée. Leur relation est rapidement devenue sérieuse, et ils ont décidé de se marier avant de s'installer à Willow Hills, dans le même état. La nouvelle de sa première grossesse a été un des moments les plus heureux de la vie de Lisa. En 1999, elle a donné naissance à sa fille aînée, Megan. Pendant que son mari se consacrait à son entreprise de construction, Lisa s'occupait de leur petite fille. Malgré ses obligations et un emploi du temps chargé, la famille profitait de sorties en plein air, en particulier au bord des lacs de la région, et le camping est devenu une tradition spéciale pour eux, quelque chose que Lisa adorait. L'année suivante, déterminée à reprendre sa carrière, Lisa a obtenu un poste au département des services pour enfants et familles du comté de Cuyahoga. Elle a travaillé en étroite collaboration avec un collègue,
Carl Lesman, également originaire de l'Ohio. Ce qui fascinait le plus Lisa chez son collègue, ce n'était pas seulement son dévouement au travail, mais également d'autres aspects de sa personnalité. Lisa se dévouait entièrement à résoudre les nombreux cas de famille en difficulté et faisait tout pour aider les enfants en besoin. Son engagement était tel qu'elle a décidé de devenir mère adoptive et d'accueillir des enfants et des adolescents en attente d'une solution. Jusqu'à ses 34 ans, elle a accueilli de nombreux enfants chez elle, étant certaine de remplir sa mission. En 2005, sa vie a croisé celle de Kevin Knell, né en 1970. Kevin, dont le père est inconnu et qui a 3 frères et une sœur, avait un parcours varié, allant de technicien médical à conducteur d'autobus scolaire. À l'époque, il travaillait comme camionneur dans une entreprise alimentaire en Ohio, un emploi bien rémunéré mais qui lui laissait peu de temps pour socialiser. Il a donc proposé à Lisa de sortir avec lui, et bien que Lisa ait accepté, elle avait demandé à son ami et à son mari de les accompagner par précaution. À la surprise de tous, Kevin s'est révélé être charmant et galant, et Lisa a trouvé en lui quelqu'un de spécial. Après un an de relation, Lisa et Kevin se sont mariés et ont acheté une maison, en souscrivant des assurances totalisant $750 000 pour assurer l'avenir de leur famille. En 2009, le couple heureux a accueilli sa première fille ensemble. Lisa ne pouvait pas croire combien la vie lui souriait. Elle a continué à offrir sa maison comme un lieu d'accueil pour les jeunes jusqu'à ce qu'en juillet 2011, une adolescente nommée Sabrina Sunic soit placée dans sa famille. Sabrina, née le 27 octobre 1994 à Cleveland, était la fille unique de Marson et Susan Edwards. Sa jeunesse a été marquée par des difficultés majeures, sa mère avait un long passé de condamnation pour vol, et son père souffrait de schizophrénie paranoïaque tout en étant connu pour vendre des substances illégales. Malgré les recommandations, la famille n'a pas changé et a continué à accumuler des charges légales et des addictions graves. À l'âge de 2 ans, Sabrina a été confiée à sa grand-mère paternelle, après l'incarcération de son père. Les difficultés ont continué pour Sabrina, qui a été placée dans diverses maisons de groupe en périphérie de la ville, toujours à la recherche de stabilité. Elle a reçu des diagnostics de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, de bipolarité, d'anxiété et de dépression. Lorsque l'opportunité de vivre avec Lisa et Megan s'est présentée, Sabrina a espéré trouver enfin un foyer stable. Elle pensait avoir enfin un peu d'espoir. Chaque fois qu'elle était accueillie chaleureusement comme un membre de la famille, avec une chambre à elle et entourée d'affection, elle se sentait revivre. Rapidement, elle s'est sentie à l'aise en jouant avec Megan ou en s'occupant de la petite Ellie, pour qui elle développait un instinct maternel. Après 5 mois avec la famille, Sabrina a enfin obtenu de bonnes notes à l'école, ce qui était inédit pour elle. Cependant, Megan et Ellie ont commencé à être jalouses, pensant que leurs parents préféraient Sabrina. Les disputes avec Lisa sont devenues fréquentes, surtout pendant les absences prolongées de Kevin. À son retour, Kevin essayait de calmer la situation et Sabrina cherchait son soutien. Le couple, conscient du passé difficile de Sabrina, a pris des mesures pour qu'elle se sente plus intégrée. Mais une tournure sombre et inattendue s'est produite. La relation entre Kevin et Sabrina a évolué, dépassant le lien normal entre beau-père et belle-fille. Au printemps 2012, leur relation est devenue un amour secret. Lors de ses voyages, Kevin payait pour recevoir des photos explicites de Sabrina. Il se retrouvait en cachette, et Lisa, qui faisait confiance aux intentions soi-disant nobles de son mari envers sa fille adoptive, se faisait moquer. Avec le temps, Lisa a exigé que son mari prête plus d'attention à ses propres filles, ce qui a provoqué des conflits entre eux, au point qu'elle a sérieusement envisagé le divorce. Ne voulant pas perdre Sabrina, Kevin a contacté l'assistante sociale Nicole Corbett pour explorer la possibilité de garder Sabrina en cas de séparation. Chaque matin, Kevin emmenait Sabrina à l'école et parlait du divorce imminent, lui promettant un futur où ils pourraient vivre ensemble comme un couple. Cette idée a enthousiasmé Sabrina. Un jour, Kevin a révélé que, pour des raisons de sécurité, Lisa valait plus morte que vivante, car l'argent obtenu leur offrirait une vie plus confortable. Kevin a manipulé Sabrina, lui donnant des instructions pour simuler un cambriolage et utiliser une arme blanche, en assurant que, étant mineure et avec son passé mental, les conséquences seraient minimes. Il lui a promis qu'avec l'argent, il pourrait acheter une maison où Sabrina pourrait s'occuper de Ellie comme de sa propre fille. Sabrina était complètement impliquée dans ce plan. Elle en a même parlé à une camarade de classe, l'invitant à rencontrer Kevin dans sa voiture pour l'aider à trouver quelqu'un pour s'occuper de Lisa. Choquée, la camarade s'est rapidement retirée et a déménagé en Californie quelques jours plus tard. Sabrina ne s'est pas laissée décourager et a commencé à penser à son avenir,
envisageant des études en cosmétologie ou même une carrière de mannequin. Le 27 octobre 2012, à ses 18 ans, elle a compris qu'elle devait quitter le système de protection de l'enfance et être séparée de Kevin. Peu après la fin de l'année scolaire, elle a demandé au tribunal de prolonger son séjour dans sa famille d'accueil. À sa surprise, la demande a été acceptée le 15 novembre. Alors que Kevin emmenait Sabrina à l'école, il s'arrêta sur le bord de la route et, en larmes, lui avoua qu'il envisageait de mettre fin à ses jours à cause d'une récente dispute avec Lisa. Cette confession poussa Sabrina à lui promettre qu'elle s'occuperait de ce qu'il voulait. Elle accepta de suivre ses instructions, se couvrant le visage d'un masque pour sembler un cambrioleur. Quelques heures plus tard, après avoir terminé son travail, Kevin rentra chez lui. Le soir, Megan rentra à la maison pendant que Lisa et la petite Ellie allaient se coucher dans leur chambre. Kevin et Sabrina communiquaient par texto. Sabrina sortit de sa chambre, alla à la cuisine et prit un couteau. Elle se rendit ensuite discrètement dans la chambre principale et emmena Ellie dans un placard. Lisa, réveillée et confuse dans l'obscurité, crut voir Megan, mais avant qu'elle puisse dire un mot, Sabrina l'attaqua brutalement. Les cris de Lisa réveillèrent Megan, qui se précipita et découvrit la scène horrible. Tremblante, Megan appela les services d'urgence. Megan, en état de panique, tenta de convaincre Sabrina d'arrêter, mais celle-ci continua son assaut. Quelques secondes plus tard, Lisa perdit la vie. Lorsque les secouristes arrivèrent, ils trouvèrent Megan en larmes et Ellie, effrayée, cachée dans le placard. Sabrina, ayant plusieurs coupures aux mains et étant en état de choc, fut immédiatement arrêtée et emmenée à l'hôpital. Kevin rentra peu après et, lors d'une brève interview avec les policiers, il sembla étrangement calme, plus intéressé par les détails de l'attaque que par ses conséquences. 10 heures après l'incident, Sabrina fut transférée de l'hôpital au poste de police pour interrogatoire. Les détectives Ronald Parmertor et James Vital l'informèrent qu'elle était suspectée de meurtre. Sabrina, suivant les instructions de Kevin, prétendit avoir des trous de mémoire. Malgré les questions insistantes du détective James, elle maintint son histoire. Ronald changea alors de stratégie et parla de la relation entre Sabrina et Lisa. Sabrina fit semblant de ne pas connaître le sort de Lisa, mais les détectives décidèrent de se concentrer sur ses motivations possibles. Sabrina fut placée en détention provisoire. Pendant ce temps, le rapport médico-légal du docteur Joseph indiqua que Lisa avait subi 178 blessures causées par une arme blanche, avec des lésions à la tête, au cou, au torse et aux membres. Les nombreuses blessures défensives suggéraient qu'elle avait tenté de se défendre. La violence de l'attaque était telle que l'arme s'était brisée. Le dimanche 17 novembre 2012, famille et amis se rassemblèrent pour soutenir Kevin et Megan. Beaucoup remarquèrent que Kevin agissait de manière étrange et distante. Ils craignaient que Sabrina le dénonce ou que quelque chose tourne mal. Plus tard, il tenta de rendre visite à Sabrina en prison, mais les autorités refusèrent, ce qui le mit en colère et le plaça sous la surveillance des détectives. Après les funérailles de Lisa, Kevin contacta les compagnies d'assurance pour réclamer l'argent des polices. Avec ces fonds, il remboursa l'hypothèque de la maison, acheta de nouvelles voitures et acquit une propriété en Floride. Il a également décidé de prendre des cours de pilotage, sûr que rien ne l'incriminerait et surtout que Sabrina garderait le silence. Cependant, en mai 2013, Sabrina a finalement décidé de coopérer avec les enquêteurs et de témoigner contre Kevin, l'instigateur du crime. Lors de son témoignage, elle a révélé les détails de leur relation, expliquant comment il l'avait persuadée de commettre le crime et dans quel but. Elle a également mentionné leur idée initiale de faire appel à une tierce personne. Peu de temps après, la procureure adjointe Karen W. et le détective Ronald ont contacté Autumn en Californie pour corroborer le récit de Sabrina. Lors de leur rencontre, le détective a demandé à Autumn de laisser un message à Kevin pour parler de quelque chose d'important. Le 4 juin 2013, Kevin a rappelé, ignorant que la conversation était enregistrée par les autorités. Bien qu'il ait omis toute mention de leur discussion passée, il a essayé de ne pas se trahir. Le détective Ronald a tenté de refaire l'opération, mais sans succès. Ils ont alors décidé d'utiliser une autre méthode. En juillet 2013, lorsqu'Autumn a voyagé en Ohio, les enquêteurs lui ont donné une caméra et un micro caché pour enregistrer sa rencontre avec Kevin. Elle a insisté sur le sujet, mais Kevin est resté évasif et a donné des réponses très brèves, se dédouanant ainsi de toute responsabilité. Après cette rencontre de 43 minutes, Autumn a remis les enregistrements aux autorités. Cherchant d'autres preuves, ils ont obtenu l'autorisation d'un juge pour examiner les communications téléphoniques de Sabrina et Kevin.
Ils ont découvert un total de 100 communications entre du 1er au 15 novembre, ainsi que 78 messages envoyés une demi-heure avant la mort de Lisa. Ces messages, non divulgués au public, contenaient des indices incriminant Kevin. Le 9 août 2013, Kevin a été arrêté, bien qu'il ait plaidé non coupable. Il a été inculpé de 6 chefs d'agression sexuelle, 3 de complicité de meurtre aggravé et 2 de complot en vue de commettre un meurtre aggravé. Le procès de Kevin a eu lieu le 29 mai 2014, présidé par le juge Joseph Gibson du tribunal du comté de Lake. Le procureur John O'Donnell a présenté au jury des preuves suggérant que Kevin avait exercé une grande influence sur Sabrina pour qu'elle commette le crime, tout en ayant une relation inappropriée avec elle. La défense, représentée par l'avocat Michael Conk, a mis en avant les troubles mentaux de Sabrina comme preuve de son action indépendante. Cependant, ce plan de défense s'est effondré lorsque Sabrina a témoigné, déclarant son amour pour Kevin et affirmant que le plan avait été orchestré par eux deux pour pouvoir être ensemble. L'avocat de la défense a tenté de souligner l'absence de preuves physiques contre Kevin et le manque de communication entre lui et Sabrina après son arrestation. Face à cela, Sabrina a dû admettre ses faits, exprimant sa tristesse. Le 11 juin 2014, après 9 heures de délibération, le jury du comté de Lake a déclaré Kevin coupable des 11 chefs d'accusation. L'audience, qui a duré près de 2 mois, s'est terminée le 6 août 2014. Avant de prononcer la sentence, le procureur John a déclaré que Kevin n'avait jamais eu l'intention de vivre une vie heureuse avec Sabrina. Au contraire, elle n'était qu'un pion dans son plan pour obtenir l'argent de l'assurance de sa femme et s'approprier leurs biens. Ensuite, Nicolas, l'ex-mari de Lisa, a pris la parole pour exprimer son mépris envers l'accusé. Le juge a été clair sur le rôle de Kevin dans le crime avant de le condamner à la prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans, pour le meurtre de Lisa le 29 septembre 2014. Lors d'une audience présidée par le juge Richard Collins, Sabrina a plaidé coupable de meurtre aggravé. Le juge a reconnu qu'elle avait été manipulée par Kevin, mais la gravité de son acte restait indéniable. Pleine de remords, elle a demandé pardon aux victimes et à leurs proches, affirmant qu'elle entamerait un processus de réhabilitation. Tout comme Kevin, Sabrina a été condamnée à la prison à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. En février 2017, un juge a ordonné une compensation de 6,2 millions de dollars pour Meghan et ses proches, en raison des terribles événements qu'ils ont endurés. Malgré la tragédie, Meghan a choisi de se tourner vers des études en justice pénale, voulant honorer la mémoire de sa mère, qui avait toujours défendu les plus vulnérables. Voilà, chers spectateurs, c'était l'histoire criminelle du jour. J'aimerais beaucoup connaître votre opinion, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Nous pouvons débattre, mais toujours avec respect pour les victimes et leurs familles. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si vous avez apprécié mon travail. Bonne soirée, et à la prochaine histoire criminelle.